En 1943, au-dessus de la Manche, des pilotes britanniques tremblaient avant même de mettre le contact. Non pas à cause des chasseurs allemands, mais à cause de leur propre avion. Un appareil capable de prendre feu spontanément au sol, de briser sa propre queue en plein vol et d'asphyxier silencieusement son pilote sans le moindre avertissement. Et pourtant, cet avion allait devenir l'une des armes les plus décisives de toute la Seconde Guerre mondiale. En 1938, la Royal Air Force se trouvait dans une position inconfortable. Le Hawker Hurricane, fleuron de la chasse britannique, n'avait même pas encore été engagé au combat que les stratèges militaires savaient déjà qu'il serait dépassé. Les services de renseignement rapportaient que l'Allemagne développait des chasseurs capables d'atteindre des vitesses considérables, bien supérieures à tout ce que les Britanniques pouvaient aligner. La RAF lança donc un appel d'offres pour un successeur immédiat, avec une exigence absolue. Le nouvel appareil devait dépasser 800 km/h, une vitesse que personne n'avait encore atteinte avec un chasseur de production. Sidney Cam, ingénieur en chef chez Hawker Aircraft, releva le défi. Cet homme avait déjà conçu le Hurricane et il connaissait mieux que quiconque les limites des motorisations disponibles. Pour répondre aux exigences de la RAF, il fit un pari audacieux. Intégrer le moteur Napier-Sabre, un monstre mécanique à 24 cylindres disposé en double rangée horizontale opposée. Ce moteur était en réalité 2 blocs de 12 cylindres assemblés l'un sur l'autre dans un volume étonnamment compact. Le résultat était stupéfiant. Plus de 2500 chevaux, soit au moins le double de la puissance de n'importe quel autre moteur de chasse de l'époque. Aucun moteur à piston de série n'avait jamais produit une telle puissance dans l'histoire de l'aviation militaire. Pour absorber cette puissance colossale, le Hawker Typhoon fut équipé de l'hélice la plus grande jamais montée sur un chasseur de combat. Ses pales mesuraient plus de 4,20 m de diamètre, tournant à une vitesse et avec un couple si violent que le couple de renversement en décollage exigeait des réflexes parfaitement calibrés du pilote. Sur le papier, le Typhoon était une machine de guerre idéale. Son armement initial comprenait 12 mitrailleuses Browning de calibre 303, chacune dotée de 500 cartouches. La carlingue massive et la motorisation révolutionnaire devaient en faire le chasseur de haute altitude ultime, capable de dominer tout adversaire dans les airs. Mais la réalité des essais allait rapidement transformer l'enthousiasme en cauchemar. Dès les premiers vols d'évaluation en 1940, les ingénieurs et les pilotes d'essai constatèrent que la puissance brute du sabre était accompagnée de problèmes structurels alarmants. La queue de l'appareil, conçue selon les mêmes principes que celle du Hurricane, n'était tout simplement pas capable d'encaisser les contraintes aérodynamiques générées par le nouvel avion à pleine puissance. Lors d'une séance d'essai particulièrement violente, la structure arrière du prototype commença à se fissurer en plein vol, menaçant de séparer le fuselage en deux à plusieurs milliers de mètres d'altitude. C'est le pilote d'essai en chef, Philippe Lucas, qui se retrouva aux commandes lors de cet incident. Sentant l'appareil vibrer de manière anormale et perdre progressivement sa réponse aux gouvernes, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Plutôt que d'abandonner l'avion, il choisit de le ramener au sol en effectuant une série de manœuvres d'une précision extraordinaire, limitant les contraintes sur la structure affaiblie à chaque seconde du vol. Il posa le Typhoon sans que la queue ne cède complètement. Pour cet acte de sang-froid exceptionnel, Philippe Lucas reçut la George Medal, l'une des plus hautes distinctions civiles britanniques. La queue fut entièrement repensée, mais personne, à ce stade, ne pouvait encore imaginer l'ampleur des désastres qui attendaient les escadrilles opérationnelles. La RAF ordonna néanmoins le déploiement opérationnel du Typhoon dès 1941, convaincu que les modifications apportées suffiraient. Le 56e escadron fut le premier à troquer ses Hurricanes contre les nouveaux appareils. Les pilotes, jeunes pour la plupart et avides de voler sur la machine la plus puissante de la RAF, allaient découvrir dès les premières heures que le véritable ennemi ne portait pas de croix gammée. Il se cachait sous le capot moteur. Démarrer le Napier-Sabre n'avait rien d'une simple pression sur un bouton.
Il fallait d'abord déclencher 2 cartouches explosives, semblables à des cartouches de fusil de chasse, pour lancer les pistons du moteur en mouvement. Le dosage du carburant devait être parfaitement calculé. Trop peu, et le moteur refusait de démarrer. Trop, et l'excédent de carburant s'enflammait instantanément au contact des parties chaudes du moteur. Les premières semaines d'opération du 56e escadron ressemblèrent davantage à une succession de drames qu'à une entrée en guerre glorieuse. Sur les bases côtières du sud de l'Angleterre, les mécanos avaient appris à tenir des extincteurs à portée de main chaque fois qu'un pilote s'apprêtait à démarrer son Typhoon. Ce n'était pas une précaution symbolique, c'était une nécessité absolue, répétée chaque jour, plusieurs fois par jour. Les gerbes de flammes jaillissant du capot moteur lors des démarrages ratés étaient devenues si fréquentes que les équipes au sol finissaient par les noter dans leurs rapports quotidiens avec une résignation presque administrative. Le sous-lieutenant Derek Lovell arriva sur la base avec la certitude tranquille des jeunes pilotes qui n'ont pas encore vu mourir leurs camarades. Quand on lui expliqua le protocole de démarrage du sabre et qu'il aperçut les extincteurs alignés le long de la piste, il haussa les épaules et fit une remarque désinvolte sur l'absurdité de la situation. Quelques minutes plus tard, une boule de feu engloutit l'avant de son appareil alors qu'il tentait le démarrage. Il s'en sortit avec des brûlures sérieuses, mais d'autres eurent moins de chance. Plusieurs pilotes du même escadron furent grièvement brûlés au visage et aux mains lors d'incidents similaires, certains définitivement écartés du service actif avant même d'avoir décollé une seule fois en mission de combat. Mais le feu au démarrage n'était que le premier niveau d'un problème bien plus vaste. Une fois en l'air, les pilotes de Typhoon découvraient d'autres menaces tout aussi mortelles. Les rapports qui commencèrent à affluer au quartier général de la RAF au cours des mois suivants décrivaient des pilotes perdant connaissance en plein vol sans raison apparente, leurs appareils plongeant ensuite vers le sol dans une spirale incontrôlable. Les enquêtes révélèrent rapidement la cause. Des joints défectueux sur le circuit d'échappement du Napier Sabre laissaient s'infiltrer du monoxyde de carbone directement dans la cabine de pilotage. Le gaz, inodore et invisible, agissait lentement sur les pilotes, provoquant d'abord une légère somnolence, puis une désorientation progressive avant de les plonger dans l'inconscience totale. Plusieurs hommes périrent de cette manière, sans jamais comprendre ce qui leur arrivait. Le jeune pilote Roy Crane se souvient d'être arrivé sur sa base pour la première fois et d'avoir levé les yeux vers le ciel au moment précis où un Typhoon entrait en rotation incontrôlée au-dessus du terrain. L'appareil vrilla sur lui-même pendant de longues secondes avant de s'écraser sur le bord de la piste dans une explosion de carburant et de métal. L'enquête conclut que la queue s'était à nouveau séparée du fuselage en vol, malgré toutes les modifications censées avoir résolu ce problème. Le pilote n'avait eu aucune chance. Ce type d'accident se reproduisit à plusieurs reprises tout au long de l'année 1942, chaque fois avec la même conclusion fatale et chaque fois avec le même constat impuissant des ingénieurs qui ne parvenaient pas à stabiliser définitivement la jonction entre le fuselage et l'empennage arrière. La cabine elle-même posait un problème supplémentaire que les pilotes trouvaient particulièrement humiliant. Le Typhoon avait été conçu avec des portes latérales à charnières, identiques dans leur principe aux portières d'une automobile. Cette solution, censée faciliter l'accès à bord, se révélait catastrophique en cas d'urgence. Lorsqu'un pilote devait évacuer son appareil en perdition, les forces aérodynamiques plaquaient ces portes contre le fuselage avec une violence telle qu'il devenait pratiquement impossible de les ouvrir. Des hommes se retrouvèrent ainsi prisonniers de leur propre cockpit alors que leur avion tombait. Certains réussirent à s'extraire au prix d'efforts surhumains, d'autres non. Face à cette accumulation de catastrophes, le moral des escadrilles équipées de Typhoon s'effondra rapidement. Des pilotes expérimentés réclamaient ouvertement leur transfert vers d'autres unités, et des demandes formelles furent adressées au commandement pour que le programme soit suspendu. Les statistiques internes, soigneusement dissimulées au grand public pour ne pas nuire au moral de la nation, montraient que le taux de pertes liées aux défaillances mécaniques et structurelles du Typhoon dépassait à certaines périodes celui des pertes au combat.
Un avion de chasse qui tuait davantage de ses propres pilotes que d'ennemis représentait un échec industriel et tactique sans précédent pour la RAF. Des voix s'élevèrent au sein de l'état-major pour réclamer l'abandon pur et simple du programme, et la production fut brièvement ralentie pendant que les ingénieurs de Hawker travaillaient dans l'urgence. Personne, à ce stade, n'imaginait encore que cet appareil maudit allait bientôt se retrouver en première ligne face à la menace la plus rapide que la Luftwaffe ait jamais envoyée au-dessus de la Manche. Le salut du Typhoon ne vint pas de ses ingénieurs ni de ses concepteurs. Il vint d'Allemagne, sous la forme d'un chasseur qui allait bouleverser l'équilibre aérien au-dessus de la Manche et contraindre la RAF à reconsidérer en urgence chaque appareil disponible dans ses hangars. Le Focke-Wulf FW-190 avait commencé à opérer dès 1941 et dès ses premières confrontations avec le Spitfire Mark V, le chasseur britannique le plus performant de l'époque, il s'était révélé supérieur sur presque tous les plans. Plus rapide en ligne droite, plus maniable en virage serré à basse altitude, mieux armé, le FW-190 infligea des pertes catastrophiques aux escadrilles de la RAF lors des premiers mois de son déploiement. Les pilotes britanniques qui survécurent à leur première rencontre avec cet appareil revinrent avec des témoignages qui semaient la panique dans les états-majors. Le FW-190 pouvait plonger sur une formation, ouvrir le feu et disparaître avant que quiconque ait eu le temps de réagir. Sa vitesse de pointe et son moteur radial BMW 801, refroidi par air et donc bien moins vulnérable aux dommages de combat que les moteurs à refroidissement liquide, en faisaient une machine redoutable et difficile à abattre. En 1942, lorsque la Luftwaffe commença à l'employer comme avion d'attaque au sol le long des côtes anglaises, la situation devint rapidement insupportable pour les Britanniques. Les raids menés par les FW-190 contre les villes côtières du sud de l'Angleterre suivaient toujours le même schéma brutal et efficace. Les formations allemandes traversaient la Manche en rasant les vagues pour échapper aux radars, remontaient brusquement pour larguer leurs bombes sur les cibles civiles et militaires, puis plongeaient à nouveau vers la mer à pleine puissance avant de regagner leur base française. Les Spitfire et les Hurricane, dont les performances à basse altitude étaient inférieures à celles du FW-190, n'arrivaient généralement sur les lieux que pour constater les dégâts. Les intercepter en fuite relevait de l'impossible avec les appareils dont disposait la RAF en nombre suffisant. C'est dans ce contexte de désarroi que les commandants britanniques se tournèrent à nouveau vers le Typhoon, non par enthousiasme, mais par manque d'alternatives crédibles. Le sabre, avec ses 2500 chevaux, donnait au Typhoon une vitesse de pointe en basse altitude que nul autre chasseur allié ne pouvait égaler à ce moment précis. Si l'appareil présentait encore des défauts graves, il était le seul capable de rattraper les FW-190 avant qu'ils ne disparaissent au-dessus de la Manche. La décision fut prise de lui confier cette mission de défense côtière, non sans que de nombreux officiers aient exprimé des réserves profondes sur la sagesse d'envoyer au combat un avion dont le taux d'accident propre restait préoccupant. Pour rendre le Typhoon opérationnel dans ce rôle, plusieurs modifications furent apportées en urgence. Les portes de cockpit à charnière, responsables de la mort de plusieurs pilotes incapables de s'éjecter, furent remplacées par une verrière en gouttes d'eau de conception plus conventionnelle. Les pilotes furent équipés de masques à oxygène pour contrer les effets du monoxyde de carbone, même si le problème d'étanchéité du circuit d'échappement ne fut jamais totalement résolu. Les escadrilles de Typhoon furent repositionnées sur les bases les plus proches du littoral, de Manston à Duxford, pour réduire au minimum les délais d'interception. Et surtout, la RAF prit la décision de ne confier ces appareils qu'aux pilotes les plus expérimentés, ceux capables de gérer les caprices du sabre sans paniquer face à ses comportements imprévisibles. Les premiers résultats dépassèrent toutes les attentes. Dès le début de l'année 1943, les escadrilles de Typhoon commencèrent à intercepter les formations de FW-190 au-dessus de la Manche, avec une régularité qui surprit jusqu'aux planificateurs les plus optimistes.
Un pilote de la RAF décrivit la sensation d'ouvrir les gaz d'un Typhoon en piqué comme recevoir un coup de masse dans le dos, tant l'accélération était violente et immédiate. Cette puissance brute, si longtemps synonyme de danger et de destruction incontrôlée, se révélait soudainement être l'atout décisif que personne n'avait vraiment vu venir. Les FW-190, habitués à fuir sans être inquiétés, se retrouvèrent rattrapés avant d'atteindre la sécurité des eaux territoriales allemandes. En quelques semaines, les raids côtiers contre l'Angleterre perdirent toute rentabilité tactique pour la Luftwaffe. Le Typhoon venait d'accomplir ce qu'aucun autre chasseur allié n'avait réussi depuis des mois, rendre le ciel britannique réellement dangereux pour la Luftwaffe. Mais ce renversement spectaculaire n'était encore que le prélude à un rôle bien plus décisif que personne n'avait anticipé. Ce fut presque un accident. Au printemps 1943, le chef d'escadron Dennis Crowley-Milling, 23 ans, cherchait un moyen d'utiliser ses Typhoons autrement qu'en interception pure. Les missions de chasse avaient prouvé la valeur de l'appareil contre les FW-190, mais Crowley-Milling avait observé quelque chose que ses supérieurs n'avaient pas encore pleinement mesuré. Le Typhoon, avec sa masse imposante et sa vitesse en piqué, pouvait plonger sur une cible au sol avec une précision et une violence que nul bombardier bimoteur ne pouvait approcher. Il proposa d'armer ces appareils de bombes et de les engager contre des installations terrestres allemandes en France occupée. L'état-major, qui cherchait des solutions pour préparer ce qui allait devenir le débarquement, autorisa les essais. Les premières missions de bombardement en piqué menées par les Typhoons en 1943 révélèrent immédiatement des capacités que personne n'avait planifiées lors de la conception de l'appareil. Volant à très basse altitude pour éviter les radars allemands, les pilotes remontaient brusquement au-dessus de leur cible avant de piquer à grande vitesse, larguant leur charge au dernier moment avec une précision que les bombardiers conventionnels, contraints de voler haut et en ligne droite, ne pouvaient tout simplement pas atteindre. Les pertes au sol allemandes lors de ces premières attaques surprirent les planificateurs alliés eux-mêmes, qui n'avaient pas anticipé un tel niveau de destruction pour un chasseur monomoteur. Mais la véritable révolution vint quelques mois plus tard, lorsque les ingénieurs de la RAF décidèrent d'équiper les Typhoons de roquettes non guidées RP3. Ces projectiles, fixés sous les ailes par paire sur des rails métalliques, pesaient chacun environ 27 kg et pouvaient percer le blindage de la plupart des véhicules blindés allemands de l'époque. Un Typhoon standard pouvait en emporter 8 simultanément, soit une salve dont la puissance explosive totale équivalait approximativement à une bordée de canon d'un croiseur léger. Jamais auparavant dans l'histoire de l'aviation militaire, un chasseur monomoteur n'avait transporté une telle capacité de destruction anti-char. Le Typhoon devenait ainsi le premier avion de combat au monde à employer ses roquettes de manière opérationnelle et à grande échelle. L'apprentissage de ce nouvel armement ne fut pas sans douleur. Les roquettes RP3 étaient difficiles à viser avec précision depuis un avion en mouvement à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Les pilotes devaient calculer mentalement la trajectoire de chaque salve en tenant compte de la vitesse de l'appareil, de l'altitude, de l'angle de piqué et des conditions de vent. Lors des premiers entraînements au-dessus des zones d'essai en Angleterre, les taux de précision étaient décevants. Il fallut des semaines d'entraînement intensif pour que les équipages développent les réflexes nécessaires. Certains pilotes ne les développèrent jamais complètement, et les statistiques internes montraient des dispersions importantes entre les meilleurs tireurs et les moins habiles. En parallèle, les escadrilles de Typhoon reçurent une mission préparatoire d'une importance capitale pour la suite des opérations. Tout au long des mois précédant le débarquement, elles furent chargées de détruire systématiquement le réseau de stations radars allemands installés le long des côtes de la Normandie et du Pas-de-Calais. Ces installations, capables de détecter toute approche aérienne ou maritime à grande distance, auraient rendu une surprise tactique impossible le jour J. Les Typhoons, volant au ras des collines pour rester sous le seuil de détection le plus longtemps possible, surgissaient soudainement sur les tours radars et les arrosaient de roquettes et de tirs de canon avant que les servants allemands aient eu le temps de déclencher l'alerte.
En quelques semaines, une grande partie du dispositif de détection allemand en Normandie fut rendue inopérante. Simultanément, les mêmes escadrilles s'attaquèrent aux nœuds ferroviaires, aux ponts routiers et aux dépôts de carburant qui constituaient l'artère vitale du ravitaillement allemand en France du Nord. Chaque locomotive détruite, chaque pont effondré, chaque convoi incendié représentait autant de renforts et de munitions qui n'atteindraient jamais les plages normandes au moment critique. Les Allemands tentèrent de renforcer leurs défenses antiaériennes autour des infrastructures les plus importantes, mais la vitesse et la trajectoire d'approche rasante des Typhoon rendaient leur interception extrêmement difficile. Les canons de flak, calibrés pour des cibles évoluant à moyenne ou haute altitude, peinaient à suivre des appareils surgissant à 300 km/h depuis derrière une ligne de peupliers. Le 6 juin 1944, avant même que les premières péniches de débarquement n'atteignent les plages normandes, des dizaines de Typhoon décollèrent de leurs bases anglaises dans l'obscurité précédant l'aube. Leur mission n'était pas d'escorter des bombardiers, ni d'assurer une couverture aérienne classique. Ils devaient neutraliser les dernières positions de commandement et d'artillerie côtière allemande qui n'avaient pas encore été détruites lors des semaines de préparation. Volant en formation serrée à quelques dizaines de mètres au-dessus de la Manche, les pilotes savaient que des milliers de soldats alliés dépendraient directement de leur précision dans les heures suivantes. La moindre batterie d'artillerie laissée intacte pouvait transformer une plage de débarquement en abattoir. Au-dessus des plages, les Typhoon opérèrent avec une liberté d'action que la destruction préalable du réseau radar allemand avait rendu possible. Les contrôleurs aériens avancés, embarqués sur des navires de commandement ou déposés à terre avec les premières vagues d'assaut, guidaient les appareils vers les concentrations ennemies par radio. Ce système de coordination en temps réel entre les troupes au sol et les chasseurs bombardiers était une innovation tactique sans précédent dans l'histoire de la guerre aérienne, et le Typhoon se révéla l'appareil idéal pour l'exploiter, grâce à sa robustesse et à sa capacité à encaisser les tirs de flak à basse altitude mieux que n'importe quel autre chasseur allié. Les jours qui suivirent le débarquement révélèrent une nouvelle dimension du potentiel de l'appareil. Les divisions blindées allemandes, cherchant à contre-attaquer les têtes de pont alliées, se déplaçaient en colonne sur les routes normandes et constituaient des cibles de choix pour les Typhoon armés de roquettes. Le 7 juin, des escadrilles du 183e et du 245e escadron interceptèrent une colonne de la 2e division Panzer SS Das Reich qui progressait vers le front. Les pilotes plongèrent en succession rapide sur la colonne, déclenchant leurs roquettes RP3 sur les chars de tête et de queue pour bloquer la route, puis revenant en passes successives pour détruire les véhicules immobilisés. Août 1944 marqua l'apogée de la campagne des Typhoon en Normandie. Lors de la bataille de la Poche de Falaise, les armées allemandes du groupe B se retrouvèrent encerclées par les forces alliées convergeant de l'Est et de l'Ouest. Hitler avait ordonné à ses généraux de tenir coûte que coûte, transformant la Poche en un piège mortel pour ses propres troupes. Des dizaines de milliers de soldats allemands, accompagnés de leurs blindés et de leur artillerie, tentèrent de s'échapper par le couloir encore ouvert entre Falaise et Argentan. Les escadrilles de Typhoon reçurent l'ordre de fermer ce couloir depuis les airs. Pendant plusieurs jours consécutifs, par vagues ininterrompues, les appareils s'abattirent sur les colonnes en fuite. Les routes normandes se transformèrent en cimetières de métal calciné, et les équipages effectuèrent parfois 4 ou 5 sorties par jour, atterrissant sur des pistes avancées pour recharger leurs roquettes avant de repartir immédiatement. Les témoignages des pilotes ayant participé à ces missions décrivent une scène d'une violence apocalyptique. Des kilomètres entiers de routes jonchées de chars Panthers et de Panzer IV éventrés, de camions renversés, de canons abandonnés. Le général allemand Kurt Meyer, commandant de la première division Panzer SS Hitlerjugend, décrira plus tard la Poche de Falaise comme la destruction la plus totale qu'il ait jamais vue, causée en grande partie par ces chasseurs britanniques frappant sans relâche depuis un ciel que la Luftwaffe avait cessé de contrôler. Sur les quelques 100 000 soldats allemands pris dans la poche, plus de 50 000 furent capturés et 10 000 tués,
avec des pertes en matériel si catastrophiques que plusieurs divisions blindées d'élite cessèrent pratiquement d'exister en tant qu'unité combattante. Cet avion que la RAF avait failli abandonner en 1942, que ses propres pilotes redoutaient autant que l'ennemi, que les ingénieurs n'arrivaient pas à dompter, avait finalement changé le cours de la campagne à l'ouest d'une manière que personne n'avait anticipée lors de sa conception. Plus de 3000 Typhoon furent produits au total, et leurs escadrilles participèrent à l'anéantissement de pans entiers de la machine de guerre allemande en France. L'histoire du Hawker Typhoon reste l'une des plus extraordinaires de toute la Seconde Guerre mondiale. Celle d'une machine imparfaite, dangereuse, obstinément défectueuse, qui trouva sa raison d'être non pas là où on l'attendait, mais précisément là où personne d'autre ne pouvait aller. Si cette histoire vous a passionné, likez cette vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les machines et les hommes qui ont fait la guerre.